reprenons le contexte actuel qui marque tout le monde. Hein. Y a un truc auquel étaient déjà relativement habitués les artistes, les acteurs du numérique, c'est la distance en vidéo, qui est devenue aujourd'hui le télétravail, qui a fait la gloire notamment de Zoom. On passait déjà pas mal de temps, alors on a multiplié ce temps passé ensemble au travers notamment de plateformes vidéo. Le télétravail, c'est aujourd'hui un vrai sujet aussi lié évidemment au numérique, qui a été amplifié, qui a eu une caisse de résonance avec cette crise sanitaire. Effectivement, le Covid a révélé quelque chose qui semblait absolument impossible et qui est devenu possible. C'est le fait que les gens soient passés massivement au télétravail, par obligation bien sûr. Mais moi je me rappelle très bien, avant le Covid, il y a plein de gens qui étaient en résistance extrêmement forte avec le télétravail, qui sont passés au télétravail, je dirais de force, et qui aujourd'hui disent bah, finalement c'est pas si mal. Venir une fois, 2 fois dans l'entreprise pour voir les gens, pour discuter, pour être dans le présentiel, dans l'humain, oui c'est important, il faut qu'on conserve ce côté-là, mais être aussi au calme pour travailler sur mes dossiers, faire les choses voilà, dans un environnement un peu différent, c'est aussi très agréable. J'ai plus les 1h30 à 2h, à 3h, voire même de transport par jour. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un gain écologique extrêmement fort. Bref, moi je trouve que le télétravail, évidemment, il faut qu'on améliore les conditions du télétravail, mais je trouve que le télétravail, c'est plutôt une chance pour la planète. Mais je voudrais aussi dire autre chose, c'est que quand il y a eu le premier confinement, il y a quelque chose qui, moi, m'a absolument ébloui, c'est la manière dont, par ces dispositifs de type Zoom ou autres, il y a une espèce de créativité participative qui émergente, quoi, qui est arrivée et qu'on a vu mais déferler, parce que les gens avaient besoin d'exister, de montrer qu'ils étaient là, qu'ils étaient créatifs. Et par exemple, j'ai assisté à, là il y a des milliers de choses, on l'a vu, hein, mais j'ai par exemple assisté à un ballet je crois que c'était le ballet de l'Opéra de Paris, également un concert par un grand orchestre national, le Boléro de Ravel. Alors, dans la représentation collective de c'est quoi un grand orchestre qui joue dans un théâtre? Eh bien, dans la représentation collective, c'est une grande scène, on est face à la scène, hein, théâtre à l'italienne. On a tous les musiciens qui sont là, qui sont tous habillés en noir, donc qui sont un peu uniformisés. On a le chef d'orchestre qui est un peu le monsieur qui appuie sur les boutons et qui fait que tout ça joue bien comme il faut ensemble. Et donc finalement, ça devient une sorte de machine ou d'objet avec plein de petits rouages qui fonctionne et qui fonctionne très bien, qui fait une très belle musique. Et on se dit, oui, pour que ça donne une bonne musique, il faut que ça marche comme ça. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on voit? Sur Zoom, on voit plein de petites cases. On voit des gens qui sont chacun chez eux dans leur environnement. Accessoirement, on voit la diversité de manières de vivre. On voit bien les environnements propres à chacun. Des gens qui ne sont plus en costume noir, mais qui sont habillés comme ils sont dans la vie normale. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est une palette de singularité. On voit une palette de diversité, de singularité. Il n'y a plus le chef d'orchestre en face qui est là à dire, parce que voilà, c'est sur Zoom, et on entend une musique qui est aussi belle que ce qu'on peut entendre à l'opéra. Et là, on se dit, bah ouais, finalement, peut-être que cette vision qu'on avait de la machine qui doit être absolument uniformisée, blablabla, très pyramidale, et qui explose sur le Zoom avec plein de singularités, bah c'est peut-être ça l'entreprise de demain. En effet, c'est toi qui as attiré mon attention sur cet opéra Zoom, qui est en effet le Boléro de Ravel, tout à fait adapté justement à cette situation qui va monter crescendo. Et puis dans le registre de la créativité, je noterai, j'ai vu récemment une fête qui s'est déroulée sur un Google Slide. On a vu comme ça des choses très étranges qui vont bien au-delà des apéros Zoom. Et je trouve que ça nous dit aussi la créativité de toutes et tous à s'approprier des outils numériques. Alors, on a évoqué tout à l'heure les NFT, donc évidemment la blockchain et les crypto-monnaies, notamment le fameux Bitcoin, mais aujourd'hui il y en a plus de 20. Comment ces technologies qui sont assez récentes, qui sont assez porteuses, en même temps qui ne sont pas sans poser des questions, dans un premier temps énergétique, même si la technologie évolue, dans un second temps, on est encore une fois avec la blockchain, cette idée de décentralisation intéressante, désintermédiatisation qui est intéressante aussi, mais aussi un peu de quelque chose qui est au-dessus des États. Donc là, justement, quand tu évoquais la question de la gouvernance mondiale, la blockchain, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de surprises, bonnes ou mauvaises possiblement, mais le meilleur possiblement est à venir.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va disrupter beaucoup de modèles. Ça, c'est évident. Par exemple, on voit que la blockchain permet de faire du contrat intelligent. Le contrat intelligent, ça veut dire que je rate mon avion, mon billet est automatiquement remboursé sur mon compte bancaire sans que jamais personne n'ait fait la moindre action. Ça, c'est fait automatiquement dans une chaîne de commandement automatisée. La blockchain permet ça, parce qu'il y a une traçabilité extrêmement forte qui permet de suivre la transaction de A à Z et d'opérer les choses dans un mode sécurisé, infalsifiable, etc. La blockchain permet également de faire du peer-to-peer énergétique. Il y a des endroits, par exemple aux États-Unis, vous avez un quartier entier où les gens peuvent produire de l'énergie locale individuellement, et puis le trop-plein d'énergie qu'ils ont, ils vont le revendre aux voisins, à la piscine du coin, etc., toujours par un système de blockchain qui permet de monétiser en peer-to-peer donc l'énergie. Donc ça permet de faire des choses comme ça qui sont extrêmement efficientes. Là-dessus, il n'y a pas photo. Ça va permettre aux artistes aussi de vendre en peer-to-peer leurs œuvres et d'avoir une traçabilité, etc., et de mieux gérer leurs droits. Après, ça amène aussi une traçabilité absolue, une transparence absolue, finalement, de tous nos faits et gestes. Hein. Donc c'est aussi, il y a une ambivalence aussi là. Est-ce qu'on va vers potentiellement du crédit social chinois si on monte trop le curseur autour de ces technologies? Là encore, il va falloir que l'humain trouve le bon endroit pour mettre le curseur, quoi. Et notamment, là aussi, finalement, on l'a vu avec les médias sociaux, on le devine avec la puissance des machines et notamment l'intelligence artificielle, c'est aussi possiblement redonner du pouvoir aux citoyennes et citoyens. Oui, c'est vraiment cette ambivalence-là, c'est-à-dire à la fois le citoyen prend conscience avec le fait qu'il est connecté à tout, qu'il peut avoir l'avis de tout le monde, etc., un accès à la connaissance, donc potentiellement un esprit critique beaucoup plus développé, etc., on peut imaginer que dans un futur proche, les êtres humains auront une autonomie beaucoup plus importante, une capacité à choisir, à dire oui, à dire non pour telle ou telle chose. Donc ça met des valeurs en face. Par exemple, l'entreprise va être obligée de se développer, les marques vont être obligées de se développer de plus en plus sur des valeurs sociétales, des valeurs de RSE, de responsabilité, donc de bien commun, etc. Enfin, moi, je pense que là, il y a tout un mouvement positif qui peut se développer parce que l'empowerment, ce qu'on appelle l'empowerment des individus, va faire que, bah oui, je comprends que j'ai un pouvoir de dire oui ou de dire non, parce que je comprends mieux, finalement, comment tout ça fonctionne, et que si quelque chose ne me plaît pas, bah, je ne le prends pas, et l'entreprise, elle chutera dans sa cotation en bourse, etc. Donc tout ça commence à rentrer un petit peu dans les mœurs, si je puis dire, mais il y a toujours cette ambivalence entre j'ai plus de pouvoir, mais en même temps, je peux potentiellement être plus contrôlé dans mes faits et gestes. Il faudra qu'on arrive à réguler tout ça. Alors, on a commencé avec le 19e, on s'est donc ancré dans le passé. Projetons-nous dans le futur, notamment au travers de ce qui tourne autour de l'université de la singularité, ou disons des possibles futurs. Il y en a un comme ça qui est un petit peu poussé par la Silicon Valley, notamment par les transhumanistes, qui voudraient aller jusqu'à envisager la mort de la mort. Quel est ton regard sur cette forte tendance de la Silicon Valley ? Bah, les transhumanistes, façon Ray Kurzweil, voient dans la mort de la mort une possibilité de transcendance qui, de mon point de vue, enfin pour moi c'est une erreur, enfin c'est une erreur de vue. La mort fait partie de la vie. L'éternité, qu'est-ce que l'éternité peut nous apporter si ce n'est l'ennui d'une certaine manière? Alors moi j'aimerais bien vivre longtemps, là-dessus il n'y a pas photo, je veux bien vivre 300, 500, allez même 1000 ans, ça ne me dérange pas, parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement, enfin la vie est un cadeau tellement extraordinaire que si ça pouvait être un peu plus que la moyenne d'âge actuelle, je ne serais pas mécontent. Mais l'éternité, non, certainement pas. C'est Woody Allen qui dit que l'éternité, c'est ennuyant, surtout vers la fin. Hein, j'aime bien l'idée. Mais voilà, non. Alors, on arrive au terme. Je t'avais prévenu, il y a une question qu'on qualifie de secrète, en mode plateau télé, mais bienveillante. Là, tu peux regarder les caméras qui te font face pour t'adresser à ton public, et tu as l'habitude. Hein, si tu avais aujourd'hui, que ce soit
un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait monter un centre comme celui-là ailleurs et autrement, si tu avais un conseil aux jeunes générations qui, évidemment, ont leur place ici, mais pas forcément d'ailleurs, par rapport à ce monde d'aujourd'hui ou ce monde qui se prépare ou ce monde que nous devons préparer ensemble, quel est le message que tu voudrais faire passer aujourd'hui, en 2021 quel est le conseil ou le message que tu voudrais faire passer? Peut-être, je crois, de dire, de ne pas avoir peur d'aller au-delà de son horizon, de ne pas avoir peur de défier l'impossible, même si c'est des mots qui peuvent paraître un peu grandiloquents. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a plein de croyances limitantes. C'est l'anthropologue Yuval Harari qui dit que les réalités intersubjectives, c'est ce qui nous a permis de faire société par nos récits communs. Donc c'était la politique, la religion, plein de choses. Mais à la fois, ça nous permet de faire société, donc ça c'est merveilleux, mais à la fois, ça nous enferme dans un enclos commun. Et cet enclos, il est toujours à repousser, parce que sinon, je veux dire, l'humain n'évolue plus et tourne en rond d'une certaine manière. Donc, moi, j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir peur du changement, il ne faut pas avoir peur de la transformation du monde actuel, et surtout, il ne faut pas avoir peur des défis qui sont face à nous. Je suis convaincu que l'intelligence humaine, et surtout l'intelligence collective, va permettre d'aller bien au-delà de tout ce qu'on imagine, de découvrir des dimensions de l'univers qu'on ne soupçonne même pas, des dimensions aussi de l'humain. Les neurosciences révèlent chaque jour des potentialités du cerveau qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques années. Donc on ne sait encore rien en vérité, et je pense que voilà, il ne faut pas hésiter à aller au-devant de soi, comme on dit, quoi. Eh bien, Nitya Zofmanov, un grand merci pour la richesse de ces points de vue. Merci beaucoup. Merci.